You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon. et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Aujourd'hui, sur Dirty Feet, on a deux artistes invités. On va recevoir en premier Marie-France Jacques, qui va parler de son travail qui sera présenté à Vue sur la Relève. Et deuxièmement, Nicolas Quentin, qui va parler de sa pièce, la reprise de Clumsy, qui sera présentée à l'Usine C, à Montréal. La chorégraphe et interprète Marie-France Jacques est avec nous aujourd'hui pour parler de son parcours en danse en tant qu'artiste émergente de la relève, ainsi que de sa dernière création, Aspire, un solo qui mélange la transformation de sa sensation d'une réalité intérieure en mouvement, de ce que j'ai lu sur le site de Vue sur la Relève, mais on va en parler davantage. Et la conception sonore est par Joël Lavoie, ainsi ce spectacle a une conception d'éclairage d'Angéline Saint-Amour, qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Marie-France, d'être avec nous. Merci à vous. Donc, pour commencer, en 2008, tu as terminé un double deck en danse et en sciences humaines au Cégep de Drummondville, où j'ai eu la chance de te croiser. Tu as aussi étudié un peu au Ottawa School of Dance pour ensuite revenir à Montréal. Tu as vraiment un parcours scolaire assez intense pour ensuite revenir pour faire ta formation en tant qu'interprète à l'École de danse contemporaine de Montréal. Donc, tu as terminé ta formation au printemps 2012. Donc, depuis tout ça, depuis ton parcours scolaire, comment as-tu trouvé ta transition sur le marché du travail? Donc, parle-nous de un peu le saut dans the real world. The real world. OK, c'est bon. Ben, c'est drôle parce que quand j'étais à Drummond ou un peu moins à la nuit, mais quand même, j'avais toujours cette envie-là de créer, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je vais créer des solos, tu sais, mais j'étais super comme jeune et ambitieuse. Puis tu sais, j'avais aucune idée de c'était quoi le milieu, puis les difficultés et tout. Puis tu sais, encore, j'ai pas vraiment l'impression que je le sais à 100%, là, ça se découvre à travers mon développement, mais quand j'ai terminé à la nuit, mais là, j'étais plus comme, je veux faire des projets en tant qu'interprète. Puis, je pense que ce qui m'a toujours intéressé puis m'intéresse encore, c'est de découvrir, genre, à travers chaque chorégraphe ou chaque projet, tu sais, un peu, j'apprends beaucoup à travers ça. Autant en tant qu'interprète que comment ça se passe dans le concret, puis aussi quand j'en suis venue à créer, même, tu sais, coproduire un de mes shows et tout, là, c'est l'apprentissage que ça m'a amené, c'est surtout ça, je pense, c'est d'apprendre, puis c'est comme un saut dans, tu sais pas c'est quoi, dans le fond, puis c'est, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment chaque personne crée son propre parcours, puis tu sais, la danse pour moi ou pour toi ou pour, tu sais, c'est pas la même chose, en fond, chacun développe son milieu dans le fond, de comment lui il veut vivre de la danse et tout, puis c'est ça qui continue de m'intéresser puis de me passionner. J'ai jamais été comme je vais faire comme exactement ça ou quoi. C'est sûr que la création c'est important pour moi, mais je laisse ça, je pense que je suis assez dans le flow. Puis durant, puis durant ton parcours à l'École de danse contemporaine de Montréal, t'as eu quand même l'opportunité de travailler avec Marc Boivin, Sophie Corriveau, Jamie Wright, Anne Lebeau, puis aussi d'explorer les univers chorégraphiques de Daniel Léveillé, Marie Chouinard et Jean-Pierre Perrault. Y a-tu des gens pour lesquels ou s'il y a eu plus de connexions ou vraiment qui t'ont plus inspiré dans ton parcours après l'école? Ben je pense que c'est sûr que Marie Bellan, quand on a fait une création avec elle quand j'étais en 3e année, ça a beaucoup marqué ma transition aussi parce qu'on a continué avec la pièce Vie et mort de l'élégance, on a présenté au Officinard, on est allé ensuite à Nice pour les Jeux de la francophonie. Mais ça a vraiment, pour moi, c'est sûr que ça a marqué mon parcours parce que ça a été un peu ma transition vers le monde professionnel, tu sais, puis comment ça se passe pour vrai, puis l'expérience à Nice, c'était quand même
c'était quelque chose qui va toujours rester. Fait que je pense que ça, puis j'adore ça travailler avec Marie, puis ça a été très formateur pour moi, tu sais, comme transition. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est sûr, qui va me rester. Puis c'est sûr que le reste, en termes de, tu sais, Daniel Éveillé, Marie Chouinard, c'est tellement des signatures précises que je pense que c'est physiquement aussi que, parce qu'on a travaillé aussi avec des interprètes de ces gens-là, on n'a pas travaillé directement avec eux. Puis c'est tout physiquement ce qui m'a resté de ça, tu sais, c'est tellement des signatures différentes que ça, tu sais, ça reste dans le corps, tu sais, voyons, Jean-Pierre Perrault aussi, tu sais, c'est des trucs tellement typés que je pense que c'est plus à ce niveau-là, là. Mais c'est sûr que chaque prof qui était à l'admis m'ont laissé quelque chose, là, mais en gros, c'est ça. Donc, pour la transition d'avoir changé d'école après moins d'1 an d'études à Ottawa School of Dance pour déménager ici et étudier à l'ADMI, qui est maintenant l'école de danse contemporaine de Montréal. Pourquoi avez-vous fait cette décision? Ben, en fait, c'est que pour moi, ce que je connaissais de l'école de danse contemporaine, comme les gens qui y sont passés et tout, c'est comme une vision de la danse qui adhérait plus à qu'est-ce que moi je voulais de la danse. Puis je savais toujours que c'était là que je voulais aller. C'est juste que les circonstances ont fait que j'étais allée à Ottawa avant. Mais pour moi, Ottawa, ça a été vraiment comme je travaille sur ma technique. Tu sais, ça faisait pas si longtemps que je dansais avant d'aller à Drummond, donc j'avais besoin de développer ma technique pour aller à l'ADMI. Fait que ça a été comme il y avait pas beaucoup de divertissement fait que quand j'étais à Ottawa, c'est comme OK, tu sais, je travaille sur ma technique puis je développe ça, puis après je suis revenue parce que c'est toujours là que je voulais être. Plus aussi, je savais que le milieu c'était là que c'était le plus foisonnant là, puis que je pouvais plus développer autant ma créativité que fait que c'est pour ça que je voulais revenir à l'école de danse. Puis en tant qu'interprète, tu travailles un peu on and off, mais depuis 2012 pour la compagnie Marie-Bé sort de ce corps que tu as mentionné avant. Puis aussi de l'expérience qui t'a quand même beaucoup touché d'avoir participé aux Jeux de la francophonie en 2013 à Nice. Puis aussi, depuis 2013, tu travailles encore avec Cathy Bélanger. En 2013 et 2014, tu travailles avec For Body and Light et aussi le collectif Le Bowitz. Puis encore avec Audrey Rochette. Donc, après avoir passé vraiment plus mode interprète, vraiment cette transition-là de vouloir devenir plus chorégraphe et se concentrer sur tes créations et aussi les interpréter, y a-tu une raison spécifique pourquoi vous... Ouais, ben en fait, ça a toujours été, je pense depuis que j'ai fini l'ADMI, j'ai toujours, tu sais, j'ai pris les résidences. D'ailleurs, c'est un petit props à l'école de danse contemporaine qui nous donne des cours des résidences. J'ai toujours pris mais tu sais, j'avais pas de présentation et tout, mais pendant genre, je pense la première année, j'étais comme je veux quand même créer mes trucs, puis j'étais comme tellement dans le néant là, je savais pas qu'est-ce que tu sais, j'étais comme je fais des affaires, tu sais, je crée de la gestion. Ça a toujours été là quand même, tu sais, parallèlement, mais ça se définit de plus en plus, puis je pense pas que c'est une transition dans le sens que je vais laisser complètement le côté interprète, tu sais, comme en ce moment je passe plus de temps à travailler sur Cake avec Audrey Rochette, puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai besoin de ça pour me nourrir aussi, tu sais, puis autant que ma création nourrit. Puis Audrey aussi, elle vient me voir en studio. Tu sais, c'est comme un échange que je sais pas, j'ai besoin des deux côtés. Mais c'est vrai que le côté création, surtout quand j'ai des présentations, ça prend plus de place, tu sais. Puis je mentirais si je dirais que mon esprit est pas comme plus là-dessus quand ça arrive les périodes de show aussi. C'est tellement, tu sais, immersif, t'es dans ton univers, puis c'est comme... Fait que, ouais, c'est un peu ça. Donc, tu te réalises non seulement en tant qu'interprète, tu te dévoues aussi à la création, à l'organisation d'événements qu'on a pu voir un peu l'année passée, et aussi à l'enseignement. Donc, c'est quand même plusieurs choses. En plus, tu donnes des massages. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'être artiste de ces jours. Je pense qu'on est obligé quand même à être non seulement multidisciplinaire, mais aussi... multitasking à fond. Mais là, on va vraiment plonger dans ton univers chorégraphique. Donc, je voulais savoir un peu le background de Aspire, la pièce que tu vas présenter à Vue sur la relève, qui... Ouais, dans le fond, je voulais savoir quand exactement tu as créé la pièce, parce que pour appliquer à Vue sur la relève, je sais que c'est quand même déjà des pièces composées.
Ben en fait, ça c'était, je suis mêlée dans les années, mais en 2014, c'est ça. On a fait, dans le fond, j'ai commencé à créer puis à faire de la recherche gestuelle à partir du moment où j'ai fini la nuit, donc 2012, 2013. Puis ça s'est concrétisé plus en un solo quand, en 2014, avec Julie Timchuk, on a fait pour Québec Danse un événement qui s'appelle Multisol. Puis il y avait d'autres interprètes là-dedans, Joanie Douville, Geneviève Céferon qui a créé sur Joanie, Louis-Élian Martin, Lauriane Langis, Georges-Nicolas Tremblay, en tout cas. Toute un bunch d'interprètes. Puis dans le fond, on a créé cet événement-là. Puis c'est parti du fait que j'ai vu l'application pour Québec Danse, je savais que je travaillais sur un solo, puis j'étais comme, maintenant, il va falloir que, tu sais... que tu te branches. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, d'avoir à présenter, ça pousse à rendre la recherche concrète, à la mettre dans une structure, musique et tout, puis à en faire, tu sais, quelque chose, une petite pièce ou une étude, peu importe. Puis, j'ai contacté ma fidèle complice Julie Timchuk, puis là, on s'est dit, je savais qu'elle aussi a travaillé sur un solo, puis je sais comment c'est dur, puis c'est comme... c'est la solitude, là, d'où Multisol. Puis on, tu sais, de fil en aiguille, on a intégré d'autres artistes qu'on savait qui faisaient face à ce défi-là. Fait que l'événement à la Baraque, que ça s'est passé en avril 2014, ça a été la première fois que j'ai présenté Aspire. Puis quand j'ai dû appliquer pour Vue sur la relève, mais j'étais en train de créer un autre solo qui s'appelle Spiré pour Multisol 2, mais il était pas fini de créer, donc j'ai pas pu présenter ce solo-là pour Vue sur la relève parce qu'il faut présenter une pièce comme complète et terminée. Fait que c'est pour ça que j'ai appliqué avec Aspire. Mais j'étais vraiment contente avec l'expérience que j'avais eue du deuxième solo, de replonger là-dedans. Tu sais, la première fois que j'ai présenté, c'était plus comme un draft, là, tu sais, puis j'avais eu des commentaires des gens. C'est aussi pour ça, nos événements, Multisol, on veut avoir des feedbacks, continuer à pousser la recherche et tout pour se nourrir. Puis, c'est ça, j'avais envie de replonger là-dedans quand même, là, avec, tu sais, l'expérience que j'avais acquis du dernier show, mais, tu sais, c'est encore le néant, là, mais ça se concrétise de plus en plus. Ouais. Donc là, on est rendu avec la première qui est quand même assez proche. À force de replonger dans cet univers chorégraphique-là, ta collaboration avec Joël Lavoie, est-ce que c'était avec lui que tu as travaillé pour la conception sonore et tout avant aussi? Ouais, de toutes les autres. Dans le fond, c'était avec lui pour Aspire. C'est drôle parce que j'ai demandé vraiment, là, c'était comme dernière minute, puis j'étais comme, tu sais, veux-tu faire une toune? Puis tu sais, on avait déjà parlé de ça, puis t'es comme, oui, tu sais, je travaille là-dessus, mais il m'a envoyé comme un tape, genre une semaine avant. Là, j'écoute ça, je suis comme, man, comment quelqu'un peut autant avoir catché, genre, tu sais, on buvait un verre, puis je disais c'était quoi mon affaire, là, tu sais, puis il a vraiment catché ce qui m'a amené, je sais comme, man, c'est ça, là. Fait que là, en tout cas, j'ai gardé cette musique-là. Pour Spirer, on a fait une autre création aussi. Puis là, dans le fond, vu qu'on revient avec Aspire, mais là, c'est l'autre. Tu sais, c'est la même musique, mais retravaillée, là. Tu sais, je l'ai très perfectionniste aussi. Oui. Moi aussi, fait que c'est cool, mais il a retravaillé beaucoup la même pièce. Puis c'est quand même une proposition musicale très claire, là. Ça passe... C'est comme une longue montée qui devient super intense, puis c'est la musique a une place très importante en fait. Pour moi là, c'est vraiment important de cette collaboration là. Tu sais, c'est même à la base du processus de création là. Tu sais, on se donne souvent des feedbacks, il vient en répète, puis c'est comme ouais. Donc il y a quand même un rythme chorégraphique qui a déjà été établi, mais avec la musique. Trouves-tu que ça a été poussé plus loin, que c'est vraiment un échange que en tant qu'interprète, parce que tu t'interprètes aussi ta pièce, est-ce que c'est la musique qui te pousse à trouver ce maximum-là dans le mouvement? Parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment une accumulation pour pousser le corps au max. Ouais. Puis en fait, c'est que oui, j'ai une forte tendance à vraiment me baser sur la musique. Puis à un moment donné, pour le deuxième solo, j'étais comme... On dirait que j'ai eu besoin de trouver... Fallait que je trouve ma structure avant de trop m'appuyer sur la musique parce que ça devenait un peu un servicieux de genre... OK, mais là, faut qu'il me propose de quoi parce que moi, je m'appuie là-dessus. Puis lui, il est comme, ouais, mais c'est quoi que tu veux? Tu sais, ça devient... Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, faut que j'établisse des bases solides sans juste m'appuyer là-dessus. Puis ça... Ce que j'ai un peu j'ai développé ça de plus en plus aussi parce que ça définit un peu plus ma gestuelle, mon processus.
Mais la musique reste quand même vraiment importante. Puis en fait, ce qui me passionne vraiment beaucoup aussi, c'est comment moi, ce que j'ai développé, puis après, quand je mets ça avec la musique, c'est comme, ça crée un tout autre, quelque chose d'autre duquel je peux partir, tu sais, pour aller encore plus loin. Mais ouais, c'est quand même, je peux pas nier que c'est un push vraiment important pour moi, le côté musique. D'où l'importance pour moi de travailler avec une personne, puis qu'on développe de plus en plus, puis il dit, je commence à te catcher, là, tu sais, même si ça fait 2 ans, parce que c'est ça, on développe quelque chose là-dedans. Donc, il y a vraiment un échange. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une collaboration. Mm-hmm, ouais. Puis, pour l'éclairage, tu travailles avec Angéline Saint-Amour, Ouais. qui a aussi fait de l'éclairage pour un de tes événements. Ouais. Puis, Pour les deux, en fait, pour à la baraque, puis Ah pour oui. Multisol Ouais. 2 à la risée, ouais. puis c'est-tu un peu le même concept? Elle vient te voir ou c'est... Ouais. Ouais, même chose. Ben, pour les deux Multisol, il y avait beaucoup d'interprètes. Puis ce qui est cool avec Angeline, c'est qu'elle est vraiment intéressée à la conception aussi. Puis l'aspect, tu sais, plus artistique que juste être là puis faire la tech le soir du show, là. Fait qu'elle va en studio avec les chorégraphes. Puis, tu sais, on parle de notre processus et tout, puis elle développe là-dessus. Puis, ouais, c'est pour ça que je continue aussi à travailler avec elle. Je vois qu'elle est vraiment intéressée à comme pousser cet échange-là, tu sais. Puis... c'est vraiment un amour à travailler avec en théâtre aussi, fait que c'est... Puis Asphyr, c'est un solo de 10 minutes. Ouais. Puis, mais les thèmes du solo, ça a vraiment été un recherche personnelle de ta femme intérieure ou transmis en tout cas, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Ouais, la question, hein. Ben, en fait, c'est... Dès le début, je pense que Asphyr, au début, ça a vraiment été... Comme la musique, c'est comme ça grandit puis ça devient quelque chose de plus grand que moi, tu sais, que j'ai de la misère à gérer. Puis je me sens de même dans ma vie. Tu sais, comme c'est un peu comme la vie, comment tu peux dealer avec ce que t'es dans ce monde-là, tu sais, puis c'est à tous les niveaux, c'est autant la société que l'énergie qui passe à travers toi quand c'est comme, tu sais, ça devient intense, c'est comment je deal avec ça, tu sais, puis c'est un peu ça pour moi, Asphyr, c'est comment ça build, puis comment toi, tu te démerdes avec ce que t'es là-dedans, tu sais. Puis, je pense que c'est directement, pour moi, ça fait un lien avec le fait d'être, ce que j'apprends le plus dans la vie, c'est quoi, justement, être une femme, tu sais, parce qu'il y a tellement de conditionnements sociaux, de comme, tout ce qu'on se fait mettre dans la tête par rapport à ça, puis tu sais, on le sait, là, on le voit, le monde, comment ça devient autour de nous, puis la distorsion que ça crée, autant sexuelle que entre les hommes, les femmes, tu sais, c'est pas quelque chose de féministe, mon affaire, ou comme, tu sais, c'est pas une prise de position, c'est plus j'apprends c'est quoi, puis comme, puis dans ma vie aussi, tu sais, toutes mes expériences me ramènent à ça, c'est comme, ok, comment tu deals avec ça, tu sais, ce que tu sens profondément en tant que femme, ce que tu veux vivre, ce que tu veux exprimer, puis comment le monde y est rendu, genre, puis toi, ça te crée une distorsion en dedans, ça crée des tensions, comment tu t'apprends à vivre avec ça, puis c'est ce que j'exprime, je pense, c'est un peu un exutoire, là. C'est-tu clair? Ben oui, ben Okay. oui. C'est un peu ça, puis je pense que, tu sais, toutes mes solos ramènent à ça à quelque part, tu sais, parce que c'est ça le conflit le plus présent que je vis, tu sais, fait que quand t'es dans un solo, c'est assez introspectif, là, donc c'est toujours ça qui revient, tu sais. Puis, trouves-tu que c'est un solo qu'il faut que tu pourrais passer à une interprète un jour ou que c'est vraiment un solo qui t'appartient et qu'il faut absolument que ça soit toi qui l'a créé et aussi interprété? Ouais, ben c'est drôle parce que j'ai souvent pensé, tu sais, j'ai toujours pensé à chorégraphier peut-être sur du monde, puis tu sais, j'étais comme mais là, je peux pas les payer, là, tu sais, toute l'affaire qu'on connaît, là, la réalité de la relève de nos jours. Puis après, je pensais à ça, puis j'étais comme comment passer ça, j'aurais beaucoup, parce que je suis pas quelqu'un qui va créer de la forme, créer de la gestuelle, je marche plus par système, puis par direction, d'improvisation, puis je répète, puis je travaille avec des œils extérieurs de la vidéo qui me disent, regarde ça, c'est ça, tu sais, d'aller dans l'essence de ce que c'est. Fait que passer ça à quelqu'un après, faudrait que je travaille vraiment à partir de la personne, de qu'est-ce que elle, dans mes directions, un peu, elle exprime, puis comment elle va chercher en dedans d'elle. Puis je pense que ce serait quelque chose à essayer à un moment donné, mais ça serait définitivement pas la même œuvre ou la même pièce. Tu sais. Je pourrais pas donner le même titre, mettons. Puis prévois-tu continuer le développement de ce solo-là, peut-être pour une pièce plus longue ou... Ouais, ben c'est ça, la deuxième spirée qu'on avait faite, que j'avais faite à Multisol 2, elle durait 20 quelques minutes.
Puis oui, c'est quelque chose que je voudrais développer un peu plus là, dans le futur parce que c'est ça, tu sais, ça a donné comme ça que j'ai appliqué avec Aspire qui était 10 minutes, mais je pourrais développer plus, puis ouais, on va voir où ça amène. Aspire est un solo créé et interprété par Marie-France Jacques qui mélange la conception sonore de Joël Lavoie ainsi que la conception d'éclairage d'Angéline Saint-Amour. Ce spectacle sera à l'affiche au Jésus à Montréal le 14 avril 2015 dans le cadre du festival Vue sur la relève. Donc, merci beaucoup MF d'être avec nous. Merci à vous. Donc, pour vous donner un avant-goût de la conception sonore de Joël Lavoie, voici un petit extrait. Donc, bon retour du break tout le monde, ici Jean-Daniel. Avec nous maintenant, on a Nicolas Quentin, chorégraphe, concepteur, plusieurs titres possibles en fait avec le type de création qu'il fait. Plusieurs d'entre vous le connaissez déjà pour une de ses nombreuses créations qu'il a fait. Il y avait Grand Singe en 2009, Belle Manière en 2011, Miguel qui avait été originalement présenté au FTA 2012, Cheese ensuite, un projet qu'il avait fait avec Michel Fèvre en 2013. Donc, Nicolas vient nous parler en fait de Clumsy, qu'il a déjà débuté en fait l'an dernier, en 2014, au FTA 2014. Et il va la représenter à l'Usine C les 25, 26 et 27 mars à 20h. Donc, c'est une pièce qu'il a créée d'abord avec Ashley Watkin et maintenant, il la présente avec Anne Thériault dans le rôle, dans le rôle. C'est un solo que tu présentes? Oui. Donc, bonjour Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. En fait, nous, on a vu souvent ton travail. On a déjà parlé à Ashley Watkin de ton travail quand tu avais fait une rétrospective présentant, c'était quoi? C'était Grand Singe, Belle Manière et Miguel que tu avais présenté lors de ta rétrospective à l'Usine C il y a, 2 ans environ? Oui, 2012. 2012. Wow, le temps passe vite. Mais on t'a jamais reçu au studio, en fait. Donc, c'est la première fois qu'on t'accueille. Bonjour. Donc, en fait, on va faire ce qu'on fait avec les artistes qu'on n'a jamais reçus, un peu une rétrospective de ta vie, donc de ton parcours. Parle-nous un peu d'où tu viens, en fait. On sait que tu es français, mais on sait peu, en fait, le type de formation, ce qui t'a amené au milieu de la danse à Montréal, tout ça. Donc, en fait, avant l'émission, tu me disais un peu que tu es très autodidacte. Donc, parle-nous un petit peu, justement, de ton chemin et ce qui t'a amené ici. J'ai commencé... ma curiosité m'a amené vers le théâtre, et principalement le clown et le masque. J'ai été un peu interprète. J'étais un peu interprète, mais je me sens pas vraiment interprète, donc c'est quelque chose que j'ai lâché assez vite. J'y reviens des fois, mais c'est pas mon principal intérêt. J'ai commencé avec des personnes que je considère comme des maîtres, comme Mario Gonzalez et Philippe Autier. Et je les ai suivis en tant qu'assistant, et c'est aussi des grands pédagogues en Europe. Donc j'ai commencé à enseigner assez tôt, en fait. Donc l'enseignement aussi est aussi fait vraiment partie de mon travail. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai commencé à travailler en France et j'ai débarqué à Montréal. Ça devait être un petit voyage et j'y suis revenu par amour. Donc j'ai rencontré quelqu'un là et j'ai découvert l'univers de la danse aussi. Et pour moi, de toute façon,
le masque et le clown, c'est vraiment lié au mouvement. Donc faire un pas vers la danse, j'ai l'impression que j'étais déjà là. Donc voilà, j'ai rencontré des gens à Montréal en danse. Et je pense que je suis tombé amoureux aussi des danseurs. Il y a quelque chose là qui me parlait beaucoup. Mais c'est là que ça a commencé à prendre forme pour moi. Parce que je réfléchissais depuis longtemps comment mettre en forme un spectacle. Et je trouvais pas la forme. Je voulais pas monter des textes. Et c'est vraiment quand j'ai découvert l'univers chorégraphique qu'il y a quelque chose qui s'est allumé pour moi. Il y a peut-être là quelque chose qui... En fait, avec ton arrivée, c'était pour faire un petit throwback pour nos auditeurs. C'était pas mal la période où on discutait beaucoup de la non-danse à ce moment-là. Donc, t'es un petit peu arrivé pile au bon moment. Et t'es arrivé avec ta propre vision des choses également de ça. C'est un discours il y avait beaucoup de gens qui étaient contre toute cette notion-là de non-danse. Il y en avait beaucoup d'autres au contraire qui étaient... C'est une évolution très intéressante du mouvement. Quand t'es arrivé, en fait, tu pourrais nous parler un peu comment ta propre vision des choses, comment ta propre approche au mouvement, à la création scénique se mêlait avec le milieu, avec ce que tu voyais déjà autour. Tu me parlais un peu au début de l'émission que très tôt en arrivant ici, en fait, tu t'es un peu mêlé avec les gens de Concordia de cette époque-là. Donc il y avait Dana Michel, il y avait Andrew Tate, Sasha Kleinplatz qui avaient eux-mêmes leur propre créativité, qui se démarquaient beaucoup de la scène à ce moment-là. Donc en fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette éclosion-là, de votre propre approche en fait au mouvement et à la danse à ce moment-là? Bah, je sais pas. Vu que même si j'avais une formation ou des formations, j'ai jamais fait vraiment d'école et j'ai toujours fui un peu les écoles. Donc, je pense que j'avais la chance et la liberté d'être un autodidacte. Donc, de pouvoir faire ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que j'essayais en studio de bricoler quelque chose. Et à la fois, j'avais pas une grande connaissance de ce qui se passait autour, et c'était bien comme ça. Je me souviens de m'être enfermé avec des interprètes en studio et de chercher quelque chose, mais je savais pas vraiment quoi. C'était vraiment un travail en aveugle, presque un travail idiot, parce que on cherchait à faire tenir du sens. Il y avait certaines personnes qui commençaient à me dire c'est pas de la danse, d'autres qui me disaient c'est pas du théâtre, mais je savais pas exactement ce que je cherchais. Cet aspect-là, en fait, d'être un peu un entre-deux à ce moment-là, est-ce que pour toi, en fait, comment tu le vivais? Est-ce que tu le vivais comme une force, justement, une démarcation face au reste de ce qu'il y avait autour de toi? Tu disais que tu n'étais pas tellement au courant de ce qui se passait d'autres, en fait, donc tu avais cette liberté-là de ne pas nécessairement te comparer. Mais avec ces accusations-là, en fait, c'est pas de la danse ou c'est pas du théâtre, est-ce que, en fait, comment tu as réussi à t'approprier ça pour ne pas que ça t'arrête ou de devoir te comparer et te catégoriser, merci Steph, dans ce qui se passait déjà, en fait. T'as juste une grosse tête puis tu disais, je m'en fous. Ah oui, c'est ça, je pense. C'est... Non, je dis que je savais pas ce qui se passait autour. Je pense qu'en général, j'aime les artistes qui sont à la croisée, qu'on n'arrive pas à catégoriser, parce qu'il y a une friction qui me parle. C'est sûr que je regardais une danse que je trouvais trop formelle et peut-être qu'inconsciemment je travaillais en réaction par rapport à ça. Je voyais un théâtre que je trouvais aussi trop dans le texte et j'avais envie de casser ça d'une certaine manière. Mais depuis le départ, je
parce que ça fait l'air de rien, ça fait longtemps que je fais de l'art, à peu près plus de 20 ans maintenant, mais les choses se sont faites lentement pour moi. Mais ça fait longtemps que je cherche à accoucher de quelque chose. Et j'aime l'idée que la forme soit informe. Et quand on me dit que c'est pas de la danse, pour moi c'est presque un compliment, parce que, et quand on me dit que ça ressemble à rien, moi je le prends bien, parce que j'essaye de sortir des codes ou de mes propres codes, de me provoquer moi aussi là-dedans. Et quand je les reconnais chez les autres, j'essaye de les défaire pour moi. Je dis pas que c'est forcément réussi, hein, mais c'est le contrat que j'ai avec moi-même, et c'est ça qui m'excite en fait. Puis, dans le fond, je pense, à l'intérieur de tes 20 ans de carrière ou de création en tant qu'artiste, que c'est de plus en plus clair aussi. C'est quoi exactement qui t'intéresse et qui te pousse à créer encore? C'est quoi qui te stimule même aujourd'hui après 20 ans de création? De revisiter un travail peut-être, de le pousser encore plus loin? Parce que plus la pièce qui va être présentée à l'usine C du 25 au 27 mars, Clumsy, c'est vraiment il y a comme thème l'enfance, puis c'est peut-être un nouveau thème pour toi, puis qui ressort, mais aussi dans les autres travails, mais qui est un peu plus clair. Puis pourquoi ce thème au sujet de l'enfance? Je reviens, c'est sûr que ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le monde de l'art, mais j'ai l'impression d'avoir commencé à créer véritablement assez tard. Mm-hmm. Et parfois j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de créations, mais à la fois j'ai l'impression d'avoir fait peu de créations et que je suis simplement au début d'un processus. Par rapport à l'enfance, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. J'ai l'impression que c'est là depuis le début. Peut-être là je le pose d'une façon un peu plus claire dans Clumsy, mais quand je travaillais le clown pour moi c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'enfance. Le masque aussi. Et j'ai l'impression dans chaque création en filigrane, il y a l'enfance qui est là. Non, c'est sûr que c'est épeurant par moment de voir que c'est sûr que Clumsy c'est pour moi un jalon dans mon parcours. C'est que j'ai l'impression que je pousse la logique de mon travail à certains extrêmes. Donc c'est épeurant parce que c'est toujours c'est continuer de gratter une logique et mes obsessions. Donc voilà. Est-ce que des fois tu te sens un peu comme l'enfant terrible de la scène de la danse montréalaise ou? Oh, pas du tout, là. Non? Ah non. Parce qu'il y a une qualité un peu insolente, et je dis ça en fait d'une façon positive, à ton travail, il y a un certain pied de nez qui peut être vu des fois comme fait au public. Est-ce que tu le ressens un peu de cette façon-là, ou pour toi c'est pas vraiment ça? Si, si, c'est complexe. Je pense l'insolence, je l'ai par rapport à moi. Je suis le premier à me provoquer. Et je pense que j'ai une relation ambiguë par rapport au spectacle. Pour moi, je sais pas comment, c'est difficile à expliquer, mais il faut toujours que je me remette en question, que je remette en question le fait de faire un spectacle. Pour moi, il y a une curiosité par rapport à cet objet spectaculaire, et je dois toujours me remettre en jeu à l'intérieur de ça. Et c'est sûr qu'il y a une dimension
pour moi, il faut que je remette en jeu il faut que je remette en jeu les règles du jeu. Il faut que je remette en jeu ce cadre-là. Si je le prends pour acquis, j'ai l'impression que je me fais prisonnier par. Tu te fais mettre en boîte. Ouais. Donc j'ai toujours besoin de mettre le coup de pied dans la fourmilière. Mhm. Mais c'est moi avec moi. Avec le nombre de créations que tu as fait depuis quelques années, en fait, bon, tu as eu en succession très rapide, tu as eu Grand Singe 2009, Belle Manière 2011, Miguel 2012, Cheese 2013, Clumsy 2014. C'est une succession très rapide. Même dans le milieu, en fait, on voit rarement ça, autant de pièces en un aussi court temps. Ça pourrait d'une certaine façon devenir facile pour quelqu'un de s'asseoir sur ses lauriers. Comment est-ce que tu fais pour garder cet aspect insaisissable-là de la création? Est-ce que tu sens que c'est juste naturel pour toi, dans tes convictions, dans tes besoins, en fait, de devoir tout le temps faire languer, ou est-ce que c'est un travail, en fait, pour toi de ne pas justement te satisfaire de ce qui viendrait facilement, en fait? À un moment donné, je réagissais dans le sens, je me disais, je trouve fou qu'on doive attendre 2 ans pour créer. 2 ans, c'est énorme. Et à la fois, je trouve ça beau aussi que certains artistes attendent 2-3 ans pour créer. Chacun a son rythme. Mais à un moment donné, j'avais envie d'être en studio. Je pense que j'aime beaucoup être en studio. Et encore une fois, j'ai l'impression que j'ai un parcours qui est long. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Mais en création, je me sens tout jeune et j'ai envie d'essayer des choses. J'ai envie d'essayer des choses et de différentes manières. Pour moi, un projet comme Clumsy, c'est 1 an et demi de création. C'est énorme. C'est beaucoup de studio. Un projet comme Cheese, ça se pond vite d'une certaine manière. Et le système de création est très différent pour moi. Cheese pour moi c'est un bonbon, c'est-à-dire c'est un croquis, c'est quelque chose que je fais assez vite et que j'aime beaucoup faire. Un travail comme Clumsy pour moi est un travail beaucoup plus de fond. Mais c'est vrai que j'ai envie de creuser. J'ai envie de creuser. Je pense que j'ai une urgence aussi de creuser. À travers, en fait, cette recherche-là, dans ton travail, en fait, on sent qu'il y a une certaine constante qui est liée au niveau de certains de tes collaborateurs, en fait. Il y a eu Ashley Watkin avec qui tu travailles depuis... Tu avais commencé avec Belle Manière, si je me souviens bien. On a commencé en 2011 dans un projet de Normand Marcy qui s'appelait Recommandation 63. Mm-hmm. Bon, t'as eu justement Ashley Watkin avec qui tu as travaillé souvent maintenant. Tu as eu Peter James également. Peter James avait commencé comment dans ce cas? Peter James, ça a commencé avec Grand Singe en tant que conseiller artistique. Et ces rencontres-là, à quel point est-ce que ça a un peu formé ta forme de création? I'll take that back. Comment est-ce que ça a donné forme à ta création? En fait, ces deux collaborateurs-là avec qui tu as travaillé à plusieurs reprises, en fait, est-ce que beaucoup de ce que tu es devenu maintenant est à travers ces collaborations-là pour toi? J'ai l'impression que c'est mes collaborateurs qui me permettent de savoir qui je suis dans mon travail. Sans eux, je suis rien. Et ça a commencé par Anne Thériault, Stéphane Godziszewski. C'est des gens comme ça qui me révèlent à mon propre travail. J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour avec chacun de mes interprètes. C'est pour ça que j'ai dans cette famille-là, parce que c'est une famille, il y a peu d'interprètes, mais pour moi ces interprètes-là sont importants et vont chercher quelque chose de fondamental.
Normand Marcy, j'ai fait un projet avec lui sur Belle Manière, mais c'est Normand. Ashley, il y a eu 4 projets. Peter, je pense on en est au 7e. Et il a navigué en tant que conseiller artistique, interprète. Mais oui, pour moi c'est une petite famille et c'est même beau. Je disais ça à Anne dernièrement, c'est que c'est une manière aussi on vieillit ensemble et on vieillit aussi dans nos questionnements. Par exemple, Anne, on a travaillé ensemble donc en 2009 avec Grand Singe et j'ai toujours eu envie de retravailler avec Anne, mais ça ne s'est pas fait pour, je sais même pas pourquoi, mais c'est drôle que là en 2014 on se retrouve pour une reprise et on a toujours voulu retravailler ensemble. Après il y a Ashley et Peter qui ont été constants, qui ont traversé plusieurs spectacles, et pour moi ça a toujours été un défi aussi de comment dire ça, de travailler avec des interprètes sur plusieurs spectacles. Que j'ai l'impression que quand je découvre un interprète, c'est comme de la haute couture, c'est que je fais un costume par rapport à ce qu'il est ou ce qu'elle est, et par rapport à sa nature ou ce que je peux voir, et après remettre ça en jeu dans un autre projet, c'est un autre défi. Et je suis heureux de l'avoir fait avec Ashley, parce qu'on a bousculé ça, c'est-à-dire sur Belle Manière on avait trouvé quelque chose, on a remis ça en jeu sur Migal, et après on a remis ça en jeu sur Clumsy. Avec Peter James c'est la même chose, et à la fois Peter peut être à l'intérieur des projets en tant qu'interprète, peut être à l'extérieur. Peter James pour moi c'est comme un frère d'armes aussi, on a les mêmes obsessions. Je pense que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup pillé aussi, je l'ai volé, je pense qu'on se vole mutuellement. Donc j'aime beaucoup cette notion de compagnonnage dans le travail, et on se comprend aussi avec peu de mots. On n'a pas besoin vraiment de parler, de nommer le travail. Et à chaque fois, je pense que chaque projet est une expérience vraiment humaine aussi. J'ai l'impression que chaque projet, c'est une traversée en soi. C'est pas juste un spectacle. Ça dépasse ça. Avec Michel Fèvre, c'est la même chose. Comme Michel a changé ma vie, c'est un grand mot, mais elle a bousculé quelque chose chez moi. Je pense avoir bousculé aussi quelque chose chez elle. Donc c'est ça qui fait aussi ma boulimie de travail aussi, parce que dans le studio il se passe quelque chose, et ça me déplace humainement aussi, donc c'est ça que je cherche. Au niveau de ces obsessions-là dont tu parles avec Peter James, en fait moi la première qui me sauterait aux yeux, et peut-être je me trompe royalement, mais il y a une certaine difficulté des relations. Je suppose c'est peut-être une lecture facile de ton travail, mais c'est souvent celle qui émerge le plus rapidement. Toi, en fait, comment tu nommerais ces obsessions-là? C'est drôle. Parce que en ce moment, je suis beaucoup dans la reprise, que ce soit avec Grand Singe et Clumsy, donc c'est la première fois que je dois transférer un rôle. Donc jusqu'ici, j'avais toujours refusé. J'ai dit non, c'est la haute couture. Je veux pas transmettre. On retaille pas ça. Oui. Mais à la fois, je trouve que c'est très bien parce que ça m'oblige aussi à conscientiser c'est quoi le travail. Et jusqu'ici, j'avais un peu la formule facile de dire non, je veux pas expliquer. Mais à la fois, je pense que c'est comme trop tôt aussi pour moi d'expliquer. Je sais pas exactement ce que je fabrique, même si je pense à un certain niveau, je le sais. Mais je pense que c'est quelque chose de l'ordre du mystère, c'est-à-dire que l'autre pour moi est un mystère, et je suis un mystère aussi pour moi-même, et c'est ça
que j'essaye de résoudre sur scène. Qui est l'autre? Et qu'est-ce que je fais avec cet autre-là? Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qui sommes-nous là-dedans? Je pense, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Après, j'ai du mal avec le mot relationnel, parce que je le trouve trop précis. Mais par exemple, quand je m'assois avec Michel Febvre, il y a quelque chose que je peux reconnaître de Michel, mais je regarde cette femme-là et j'ai un point d'interrogation parce que il y a un abîme, c'est-à-dire il y a un abîme que je connaîtrai jamais. Même chose avec Ashley, je l'interroge sur sa mère, il y a des choses que j'arrive à reconnaître et à entendre, mais il y a quelque chose, même si on peut être dans une relation intime, il y a quelque chose qui va complètement m'échapper. Donc c'est le point de départ, je pense, de mon travail. Et à la fois, je le travaille de façon consciente ou inconsciente. Je sais pas si ça se fait dans le travail, mais... Donc, en fait, la question logique après serait, est-ce que tu sens que tu connais plus tes interprètes maintenant que tu les connaissais avant, ou est-ce que c'est continuellement en redéfinition? Je pense qu'il y a une reconnaissance. Non, je pense que vu que les processus sont longs, c'est une longue croisière qu'on fait ensemble, et c'est sûr que dans cette traversée-là, il se vit des choses. Et oui, encore une fois, il y a vraiment une reconnaissance qui se crée dans ce travail-là. Et c'est un travail, l'air de rien, comme profond, qui va toucher à des choses sensibles. Et même, oui, que ce soit avec Anne ou d'autres, on tend vers quelque chose ensemble. Je sais pas comment dire. C'est comme on sait qu'on est en train de créer un objet que même si certaines personnes vont détester, ou c'est un objet qu'on veut porter. On veut porter pour ce qu'il est, quoi. Donc, voilà. En fait, je vais continuer sur ce mot-là, objet. On l'a vu dans beaucoup de tes pièces. La première, en fait, qui me tombe, qui me saute en tête, c'est dans Belle Manière, l'utilisation d'objets, de props scéniques. Il y avait une grande emphase, ou c'était peut-être pas en fait une emphase, mais une grande présence, on pourrait dire, d'objets qui étaient souvent révélés, en fait, tirés d'un sac, principalement par Normand Mercier. Cette utilisation-là de l'objet sur scène, et comment en fait les objets vont souvent tisser des liens entre les interprètes sur scène. Pour toi, en fait, comment est-ce que tu vois cette utilisation-là des props scéniques? Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui te permet de dévoiler plus de tes personnages ou des interprètes, bon, t'as dit que t'aimais pas le mot, mais des relations, en fait, qui éclosent sur scène? Ouh là là. Je sais pas quoi dire. Dans Belle Manière, les objets étaient reliés au projet, où le projet traitait de la... il y avait une forme de... Il y avait une forme clownesque un peu. Il y avait de la magie. Donc les objets étaient liés à ça. Donc je me souviens, il y avait une fausse colombe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faux couteau, des choses comme ça. Moi, je me souviens du ballon. Oui, des ballons. Le ballon.
Attaché après Ah oui, c'est vrai. par une ficelle. Oui. Mais je sais pas quoi dire par rapport à ça, les objets. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils font beaucoup partie du processus? À quel moment, en fait, du processus, est-ce qu'ils rentrent en jeu, en général? Bah, dès le départ. Tu vas au Dollarama, tu dis, bon, ça... Oui, c'est comme des outils. C'est pour ça que j'ai du mal à en parler parce que pour moi, c'est important sans être important. C'est-à-dire que C'est un peu inconscient? Ou? Bah oui, c'est ça. C'est des outils qui viennent pendant le processus et je garde juste ce qui est nécessaire. J'ai du mal à parler du facteur objet parce que C'est peut-être un peu l'aspect clown en toi parce que pour quelqu'un en danse, un objet va souvent être un peu un grain de sable dans l'enrouage, c'est qui va en fait bouleverser beaucoup de choses face au questionnement corporel, alors que pour toi, il y a tout l'aspect du clown où les objets sont tellement fréquemment utilisés qu'ils deviennent un peu seconde nature, peut-être. oui, ou alors c'est comme une mosaïque, je pense. C'est-à-dire, il y a quand même peu de choses dans mon travail sur scène. Il y a des interprètes et peut-être des objets. Et à partir du moment où il y a peu de choses, tout va créer du sens. Et ce sens-là, j'essaie de le parasiter, c'est-à-dire de mettre des choses qui vont pas forcément ensemble. Donc j'aime l'idée de mettre un objet avec un autre et de créer une addition de sens, mais qui va créer un autre sens dans la tête du spectateur. On a parlé beaucoup de ton travail, on a parlé beaucoup de choses, mais on a très peu parlé de Clumsy spécifiquement. Et c'est pour ça que tu es ici en fait en ce moment. Donc Clumsy qui va être présenté à l'usine C, donc représenté à nouveau en fait. C'est un solo, t'avais fait un solo auparavant également avec Michel Fèvre. C'est quoi Clumsy en fait? Les gens qui vont aller voir ça devraient s'attendre ou pourraient s'attendre à quoi en fait avec cette pièce? Dans tes mots. Je sais pas à quoi ils doivent s'attendre, peut-être à rien ou... j'espère qu'ils vont arriver avec aucune attente. Ce travail-là, il est vraiment dans la continuité de Cheese. Donc Cheese, qu'est-ce que c'était? C'était un projet où j'ai commencé par m'asseoir avec Michel Fèvre et à lui poser des questions. Et les questions que je lui ai posées, c'était sur sa vie et plus principalement sur son enfance. Et le projet est né de ça, en fait. C'est un projet qui est né de la mémoire, de qu'est-ce qui reste. Et Michel Fèvre est une dame qui a 70 ans, donc qu'est-ce qui lui reste de son enfance? Ça m'intéressait beaucoup. Et à la fois, je me suis projeté là-dedans. En fait, l'objet Cheese est devenu un objet un peu fantasmatique. Et c'est un peu la même chose que j'ai fait avec Clumsy. Je me suis assis avec Ashley, je lui ai posé des questions sur son enfance. Et sur ces deux projets, j'ai voulu créer des portraits, mais je me suis rendu compte que c'était impossible de créer un portrait pour moi satisfaisant. Donc c'est devenu des anti-portraits. Et ces deux projets qui parlaient d'enfance, mais qui parlaient d'autres choses. Après, les autres choses, je sais pas de tout ce que ça parle, et ça m'intéresse de pas savoir de tout ce que ça parle. J'ai appelé le projet Clumsy parce que j'aime l'idée que c'est un projet maladroit. Je pense que c'est le projet qui m'échappe le plus, et je suis content comme ça. Beaucoup de personnes parlent de ce projet comme un poème. C'est la première fois qu'on parle de mon travail comme un poème. Et j'aime ça à la fois. Ça m'a surpris au départ, mais j'aime ça.
Je pense que Clumsy, c'est vrai, oui, il y a vraiment un projet qui parle de la mémoire, de ce qui reste, qu'est-ce qui reste, et même ça va jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste d'un spectacle, parce que j'ai l'impression que Clumsy c'est plus un objet qu'un spectacle, c'est-à-dire que presque le spectacle n'a pas lieu. C'est les ruines d'un spectacle qui aurait pu avoir lieu mais qui n'a pas lieu. C'est les restes de la biographie d'une personne. Voilà, c'est un portrait aussi amoureux d'une certaine façon, parce que le projet aussi est né d'une histoire d'amour réel, donc avec l'interprète, donc Ashley Watkin. Donc l'art et la vie dans ce projet-là se sont confondus et se sont débordés. Donc le projet est clumsy dans ce sens-là. Donc c'est les restes d'une histoire d'amour, les restes d'un spectacle. C'est la mort de quelque chose. Et c'est la première fois dans un projet que j'ai l'impression de passer de l'autre côté du miroir. Et d'une certaine manière, depuis Grand Singe, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire de déborder le spectacle. Parce que j'ai toujours trouvé ça insupportable de se contenter de faire un spectacle. L'idée, c'est de passer de l'autre côté, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, de passer de l'autre côté. Et je dis toujours que je sais pas qui sont mes interprètes, mais c'est ça, l'impression. J'ai toujours l'impression, je pense, de vouloir pousser la logique pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais vu que je viens du masque, j'ai toujours voulu voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et avec le Clumsy, je pense, j'ai basculé de l'autre côté. Donc, ça donne un objet performatif. Voilà. Donc Clumsy, duquel on vient de parler, va être présenté à l'usine C les 25, 26 et 27 mars à 20h, bien sûr, à Montréal. C'est une reprise qui avait été présentée originellement au Festival Transamérique en 2014. Avec nous, on vient d'avoir Nicolas Quentin qui vient nous parler. Donc, merci beaucoup, Nicolas, de ta visite, de t'être ouvert de cette façon également. Merci. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.